Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 4. Les algorithmes tueront-ils notre capacité d'attention? Pour ce deuxième volet sur le vaste sujet de l'attention, je retrouve Sonia Bressler, philosophe, spécialiste de la stratégie d'influence et de l'impact des nouvelles technologies dans nos vies. Cette fois, nous abordons en détail comment les algorithmes réussissent à en savoir plus que quiconque sur nous et les ressorts qu'ils utilisent pour prendre le contrôle de notre esprit. Vous allez voir, ça pique. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. Il vous fera comprendre ce qu'est l'attention, pourquoi il est si important de la cultiver et comment certains cherchent à la capter depuis un siècle. Allez, on y retourne. Tu as un exemple politique sur ça? On a le droit d'en parler. Allons-y. On va prendre les États-Unis. Au hasard. Au hasard, allez. Mais de quel président allons-nous parler? Oh, on a à peu près la même coupe de cheveux. Ah, c'est vrai, mais oui. Non, c'est pas vrai du tout. On va parler de l'affaire Cambridge Analytica, qui est en fait l'affaire Facebook. Cambridge Analytica, qui est soi-disant fermée, mais qui est une autre société aujourd'hui. Donc, ils se sont servis de ce que Michal Konczynski... Donc, Michal Konczynski est quelqu'un que vous pouvez suivre sur Twitter, qui vous explique ce qu'il fait avec les algorithmes. Qu'à partir de 70 likes, c'est pas grand-chose, 70 likes sur Facebook, je crois même que c'est moins, on pouvait déterminer à 90% la couleur de la peau, à 85% l'orientation sexuelle, et un peu plus de 80% l'orientation politique. Je laisse le soin à chacun d'imaginer combien il a créé de likes sur Facebook ou sur autre chose depuis qu'il a créé son profil. Et à partir de 300 likes, il avait dit je vous connais mieux que votre mère. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est au départ il n'y avait que des likes sur Facebook, et puis il faudrait que je retrouve l'année, mais maintenant vous avez le droit de pleurer, rire, avoir des cœurs. Ça date d'il y a 1 an à peu près, hein. C'est assez récent. Peut-être pour l'élection de Trump, peut-être 2 ans. Ah, 2 ans, ouais, peut-être. Ouais. Et donc ça définit encore mieux notre humeur. Oui. Et donc, en fait, ceci a été relié à ce qu'on appelle des psychographiques. Alors, les psychographiques, ça permet de ranger dans des cases des comportements. Est-ce qu'on a une ouverture d'esprit? Est-ce qu'on est neurosceptique? Est-ce qu'on est agréable? Est-ce qu'on a une tendance à sortir, etc., etc. Et à partir de là, on va segmenter encore plus et on peut déterminer quel type de message vous voulez recevoir pour orienter votre comportement de vote, etc. Alors, ça ne répond pas à ta question, est-ce que ça enregistre la voix? Alors, oui, nos web sémantiques, toutes les données, par exemple, quand on utilise WhatsApp, tout est enregistré. WhatsApp, Facebook, tout ça enregistre. Mais le premier à l'avoir fait et à l'avoir dit, c'était Google, qui disait « je lis tous les mails ». Gmail. Entre autres. Et les correspondants de Gmail. Voilà. Donc si vous êtes sur Free mais que vous envoyez un mail à Gmail, votre mail sera lu. Et à partir de là, en fait, ce qui était extrêmement intéressant, ils se sont arrêtés il y a quelques années. Ils ont dit, on arrête, on n'a plus besoin. Ça fait mal. Oui, parce que ça fait mal. En gros, 2 ans avant que vous vous sépariez, Google le sait. Avant même que ça vous monte à l'esprit, c'est incroyable. Donc on va vous mettre des publicités qui vont suggérer des rencontres et des choses comme ça. Et puis les maladies aussi. Ce qui aujourd'hui est encore mieux, puisqu'ils ont créé une boîte qui s'appelle MyHeritage. Donc, je connais pas. Je pense que la publicité doit apparaître sur les réseaux sociaux. C'est pour 60 €, je crois, on peut avoir l'analyse de son génome. Ah oui. Non, ça c'est encore une autre histoire. Mais relié à son adresse email, c'est encore mieux. Ah, tant qu'à faire. Oui. Voilà. Enfin, ça c'est autre chose. Mais ça va avec l'attention quand même. Et ça va avec la notion d'intention. C'est-à-dire, si je sais que vous êtes sensible à tel argument, je peux m'en servir pour vous faire croire que mon candidat, pas dans ce sens. Oui. Et donc, pour revenir à Trump, il a gagné avec vraiment une petite marge supplémentaire par rapport à Hillary Clinton, mais qui est donc une marge suffisante pour devenir président, dans des États qui étaient en balance, dans des États où les gens étaient avec
une certaine incertitude, est-ce que je vais voter, ou alors je ne sais pas encore pour qui je vais voter. Et en jouant sur ces profils spécifiquement qui étaient dans l'incertitude, il a fait basculer sur très peu d'États, hein, c'est ça, 5 États sur les 50 ? Très peu, mais en fait surtout c'est sur le vote des Afro-Américains. Son directeur de campagne l'a très bien expliqué. Comment on empêche quelqu'un d'aller voter aux États-Unis le jour J? Le jour J. Eh bien, c'est assez simple, c'est que apparaît sur Facebook jour de vote avec un petit drapeau, aujourd'hui j'ai voté, et puis en dessous les petites têtes des amis que l'on a. Oui. Et quand ceci n'apparaît pas, 260 000 votants en moins. C'est ce qu'on appelait à l'époque des dark posts, c'est-à-dire on proposait que certains profils ne reçoivent pas cette information. Donc Facebook, à certains profils, a montré que les amis avaient voté, en montrant les petites vignettes de leur profil. Et à certaines personnes dont on ne voulait pas qu'elles aillent voter, on a fait la même publication, mais sans mettre les petites têtes des amis qui avaient voté. Pas mal. C'est pas mal. Très efficace, apparemment. Et donc, les Noirs n'ont pas été votés. A priori, oui, c'est ce qui s'est joué, surtout à Philadelphie, à tel moment, dans telle tranche d'âge. Alors, je me souviens plus exactement de la tranche d'âge. Et c'était possible, et c'est encore possible aujourd'hui, sous des formats aujourd'hui que ça s'appelle light post. Donc, c'est... Par exemple, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu vas faire une publicité pour Méta de choc, et tu vas utiliser tel mot-clé, telle chose, etc. Ça ne va pas apparaître dans tel profil. Donc ça n'apparaît pas dans les profils, mais aujourd'hui, il y a quand même l'obligation de les faire apparaître, mais tout en bas d'un flux, là où les gens n'iront pas le voir. D'accord, il y a une législation. Ouais, c'est pour ça qu'on pour appelle ça éviter les light... un ciblage trop précis. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça les light posts aujourd'hui. Ce qui est intéressant à observer, ce sont les vidéos, par exemple. Alors, les vidéos de Trump sont beaucoup plus punch, il dit des choses complètement absurdes, donc c'est vu en boucle et c'est porté, et plus c'est vu, plus c'est diffusé. Donc c'est un peu la logique du pire, et on va porter devant le spectateur une parole qui monopolise l'attention parce que c'est décalé, parce que personne n'y croit, parce que c'est pas possible, etc. etc. Et finalement, ce que tu soulignes, tu dis le principe d'incertitude des gens dans l'incertitude, c'est un principe qui existe, qui a été expliqué par Condorcet. Il suffit de convaincre une toute petite partie de ces personnes incertaines et l'élection est gagnée. Quand on joue sur les marges. Voilà. On finit par y arriver. YouTube aussi utilise cette technique dans son algorithme qui fait que lorsque l'on a des propositions de vidéos sur la droite, la plupart de ces propositions vont bien sûr aller plus ou moins dans le sens de ce qu'on a déjà visionné, mais en plus, si on continue à cliquer en fait sur les propositions, elles vont nous attirer de plus en plus vers des idées complotistes, des idées dramatiques, des choses qui en fait nous font aller vers une vision du monde à l'arrivée. C'est pas forcément l'objectif de l'algorithme. L'objectif de l'algorithme, c'est de nous maintenir sur la plateforme et de nous faire visionner des vidéos. Mais le résultat, c'est qu'on va aller vers des révélations, entre guillemets, et beaucoup de fake news, bien sûr, qui vont aller de mal en pis. Ce qu'on appelle, moi j'appelle ça l'algorithme du pire. Voilà. Donc si on commence par regarder comment opérer une chirurgie cardio-thoracique, parce que vous avez envie de suivre votre cours de médecine, etc., vous allez finir par voir des choses atroces qui ont été vues par des millions de personnes. Et c'est là où on en vient à la question de l'intention et à la question de l'influence. C'est-à-dire, voir qu'il y a des millions de personnes qui ont vu une vidéo ne signifie pas qu'elle est juste. Alors, c'est un problème parce que en technique d'influence, on utilise ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc, la preuve sociale, on se dit « Ah bah si les autres l'ont vu, pourquoi pas moi ?» Mais ça n'en fait pas une preuve. C'est juste qu'on suit bêtement un élément. Donc, je pense que c'est ça ce qu'il faut développer. Un espace où, finalement, on peut questionner ces choses sans jugement, et se dire, tiens, et si je faisais un peu plus attention à mon intention, et si ces émotions sont bien les miennes. Alors, qu'est-ce que recherchent les algorithmes de Facebook et de YouTube ?
Si on doit le résumer, c'est quoi? La rentabilité. Je crois que je ne peux pas mieux dire. Je pense que c'est ça. C'est là où moi, j'ai pas la même vision du web. Mais je pense que les gens qui l'ont créé non plus. Donc, au départ, c'est une plateforme qui nous permet d'échanger des savoirs. Enfin, au départ, Facebook, c'était juste pour voter quelle était la fille la plus mignonne ou le garçon le plus sympa. C'était créé pour ça, à l'université. Les couples. Donc, super. À Harvard. Ouais, voilà. On peut aller plus loin. Donc, c'est l'école du MIT. Le MIT, c'est issu de Palo Alto. Ah. Et si on remonte le fil, on apprend qu'il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone avant l'âge de 16 ans. Là-bas? Dans cette école, ouais. Aujourd'hui? Ouais. Et qu'on apprend à dessiner à la craie, et qu'on apprend à écrire, et à lire, et à chercher dans les livres. Donc, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Et donc, cette rentabilité, c'est quoi les étapes qu'ils se donnent, qu'ils se fixent pour atteindre cette rentabilité? Bon, on revient à notre question du départ, c'est comment garder l'attention. Si je garde quelqu'un d'attentif constamment sur ma plateforme, il ou elle d'ailleurs, on est tous soumis à ce qui s'y passe. Et on a une impression que le monde est ce que l'on voit sous nos yeux. Or, si on regarde bien et qu'on est réellement attentif, nous n'aurons jamais dans nos flux d'informations contraires à ce que nous pensons. Sauf si on cherche. Sauf si on cherche, mais il faut vraiment chercher quand même. C'est-à-dire que si j'ouvre mon fil d'actualité, a priori, je ne vais pas avoir une information contraire à mon profil établi selon Facebook. Et la plupart du temps, si ça arrive, on va plutôt se défriender, on va plutôt enlever la personne de nos contacts si on voit qu'elle dit quelque chose qui nous déplaît. C'est ce qui se passe en général. Mais c'est intéressant, le fait de rester captif, donc de garder toujours l'attention, occupé, fait qu'effectivement, on peut placer des produits à différents endroits, dans les conversations maintenant, sur les côtés, effectivement, pour vendre du produit, vendre de l'attention. Alors c'est ça l'économie d'attention, c'est comment le capitalisme vend de l'attention. Mais alors, dans tout ce que tu dis, ce qui m'étonne, c'est que récemment, Facebook, on a découvert il y a quelques semaines ou mois, que Facebook a donné 17 € par mois à des ados en échange de leur vie privée. C'est-à-dire qu'il les rémunérait en leur disant « je te donne 17 €, toi tu me donnes accès à tout sur ton smartphone ». Pourquoi ils ont besoin de payer dans ce cas-là? Ça, je ne savais pas. C'est une idée que moi j'avais soumise à des étudiants en leur disant vous devriez vous faire payer par Facebook pour tout le temps que vous y passez. Donc c'est pas mal. Mais je sais qu'ils ont arrêté. Donc peut-être que c'était il y a quelques années, peut-être que c'était il y a 1 ou 2 ans et qu'ils n'ont plus besoin de le faire aujourd'hui. En tout cas, ils l'ont fait. Alors s'ils l'ont fait, je dirais que c'est pour avoir encore plus accès à plus de choses. C'est-à-dire à se dédouaner de faire une écoute généralisée. Oui, c'est-à-dire que là c'est officiel. Ils ont le droit. Oui, ils ont fait un contrat. Je donne cet exemple parce que je l'ai vu avec les étudiants. Pour ceux qui utilisent Facebook, sur le téléphone en tout cas, il faut absolument aller, même sur l'ordinateur, dans vos paramètres et décocher une chose qui s'est mise automatiquement, qui est l'usage de la reconnaissance faciale. Ouais. Voilà. Alors ça, par exemple, Facebook n'a pas passé un contrat avec vous pour dire j'utilise votre reconnaissance faciale où que vous vous trouviez. Alors évidemment, la manière dont c'est vendu, c'est juste pour dire on va vous reconnaître sur une photo, ça permettra aussi à des personnes malvoyantes de savoir qui est sur la photo, etc. Oui. Ils le présentent toujours, de toute façon tous les paramètres de Facebook sont présentés de manière positive pour qu'on coche. C'est plus simple, si vous êtes reconnu, ça veut dire que des amis qui vous cherchent sur Facebook peuvent vous trouver plus facilement, etc. Ouais. Donc c'est là où ça va devenir compliqué. C'est-à-dire que nous, on a nos outils de notre génération, notre réflexion liée à nos parcours, etc., etc. Donc comment permettre à cette nouvelle génération ou aux nouvelles générations qui arrivent d'être attentive à elles-mêmes et pas attentive à des leurres d'influence. Parce que je pense que si Facebook a choisi quelques jeunes où il les a rémunérés, c'était pour qu'ils soient eux-mêmes influenceurs dans leur propre vie, par rapport à d'autres.
Donc, je prends juste une anecdote, parce que ça m'a beaucoup questionnée. Dans le métro, en rentrant d'un cours, je vois un groupe de jeunes, très jeunes, de lycéens, plutôt sympa comme look et tout. Et il y en a un qui commence à avoir cette conversation. Est-ce que tu as vu ma vidéo sur YouTube ? Alors je me dis, tiens, je vais écouter. Et il dit, oui, est-ce que tu as vu ? Tu vois, c'est quand je suis tombée dans l'escalier, eh ben, j'ai eu 8000 vues. Waouh, 8000 ? Oui. Et donc c'était toute sa vie, c'est ça, visiblement. Et à 16 ans, du haut de, je sais pas, je dis 16 ans, mais peut-être qu'il en avait 15, c'était ça le plus essentiel. Alors ça m'a beaucoup questionnée. Je me dis peut-être, malgré tout, l'usage qu'ils vont faire de ces choses, en banalisant le quotidien, va peut-être créer quelque chose d'autre. Oui, mais enfin, là, on arrive quand même à la question de la dépendance. Il y a plusieurs histoires, comme ça d'ailleurs, de youtubeurs ou de personnalités d'Internet, des réseaux sociaux, qui ont arrêté, ou qui essayent d'arrêter d'être des figures comme ça publiques, et qui, très clairement, vont devoir se réaccoutumer à la vie normale, parce que l'image qu'ils projettent vis-à-vis des gens qui fréquentent leur page ou qui les like, les détache totalement, les coupe totalement de la réalité de leur vie personnelle, quotidienne. Et mais même les utilisateurs, de toute façon, quand ils like, sont dans une sorte d'addiction, quoi. De fausses connivences, fausse proximité avec une star, avec une personne connue. C'est quoi les ressorts de cette dépendance ? Qu'est-ce qu'ils utilisent D'abord, on va utiliser le jeu. C'est un jeu, on est super bien sur les réseaux, on est protégé, on n'est pas en danger quand on clique qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on met un commentaire avec un pseudo. On a l'impression que personne ne voit. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. Alors que bon. Et première étape, c'est ça. La seconde étape, évidemment, elle est physique. Elle est évidente. On a une addiction qui est liée au fait que notre société a développé le goût pour la dopamine. Et donc, plus je clique, plus je crée de la dopamine dans mon cerveau, et plus je suis addict à cette dopamine évidente, immédiate. Donc, il y a une espèce d'immédiateté... voilà, immédiatement je peux avoir ma dose, il suffit que je mette un petit like, un petit truc, un petit cœur, une petite réponse, etc. Et c'est pour ça qu'on retourne tout le temps à son smartphone, pour avoir cette dopamine. Exactement. Et quelque part, c'est-à-dire que cette société du capitalisme s'est fondée uniquement sur une économie non pas de l'attention mais de la dopamine. Et notre attention finalement dérive de cette dépendance à la dopamine. Donc c'est des rythmes bien précis qui ont été calculés, de récompense, d'attente, de renforcement. Exactement. Alors je pense toujours à ce jeu Candy Crush, là, les lignes de bonbons, il y a des étoiles partout, ça scintille, d'un seul coup il y a des cadeaux qui s'affichent. Enfin, il y a le son aussi. Voilà, et donc quand on voit l'addiction, la difficulté qu'ont les gens, alors c'est observable. Moi, j'aime bien être dans le métro et observer, ou dans le bus, et de voir que tout ce qui est environnement extérieur de proximité devient un empêchement. Voilà. Oui, ça perturbe. Ça perturbe notre activité de jeu Et donc ça perturbe notre dose de dopamine. Donc ça, c'est fascinant à voir. Oui, du coup, on s'écarte d'autant plus de la réalité qu'elle vient nous parasiter. Exactement. Dans notre activité virtuelle. Exactement. Bon, moi, j'aimerais bien que tu nous parles des grands outils de détournement de notre attention, pour lesquels tu as fait une liste magnifique dans un article que je mettrai en lien, puisque tu as un blog qui s'appelle Rebelle. Alors, le premier, c'est la chose évidente, c'est le FOMO, c'est-à-dire le Fear of Missing Out. On a peur d'avoir loupé quelque chose, constamment. Donc il faut regarder, on ne sait jamais, et il s'est peut-être passé quelque chose. Quoi, on ne sait pas, mais... Oui. On n'a peut-être pas eu la bonne flamme, on n'a pas eu le bon cœur, combien de swipes, etc. Ça renvoie quand même à quelque chose de très instinctif chez l'homme, hein. On est d'accord. Je veux dire, par rapport à notre instinct de chasseur, de cueilleur, etc., on a besoin de savoir s'il y a quelque chose qui peut être dans les fourrés, il faut qu'on sache ce que c'est. Si c'est un prédateur ou pas. Oui, ce que je veux dire, c'est que ça a l'air de répondre à une sorte de réflexe qui est dans notre ADN, quoi. Oui.
Ouais, l'autre partie, c'est l'approbation sociale, c'est-à-dire effectivement la reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnue par mes pairs, mes amis, le groupe qui me suit. Ouais, ça fait plaisir, on a un like, ou Et on puis en a 50. Puis on a l'impression qu'on existe. Alors que dans ce monde, c'est si difficile dans la réalité. Donc on fait partie de la communauté, on est accepté par la communauté. Ouais. Alors j'avais mis le gavage. Le gavage, c'est une chose extrêmement intéressante. C'est-à-dire que si on est attentif, notre flux d'informations est totalement continu. Et dans ce flux infini d'informations, on est toujours entrecoupé de publicité. Donc, on va pas forcément chercher parce que voilà, on a eu un petit message d'une publicité et puis les infos en même temps. Tiens, j'ai vu que tu avais mis tel post. Ah bah oui, je suis contente. Ah bah tiens, je vais liker. Et je vais pas forcément aller chercher plus loin. Ça me fait penser à ce que j'avais vu d'un étudiant qui était affalé dans un canapé et qui avait cliqué une fois sur Story d'Instagram et ça défilait toutes les peut-être 2 secondes. Des images. Ça ne s'arrêtait pas, il ne s'arrêtait pas. Les stories s'enchaînaient. Ouais. Et je lui ai demandé ce qu'il avait retenu à la fin. Rien. Rien, c'était juste pour passer le temps. Je ne sais plus m'occuper à moi-même, donc je m'évade dans un flux infini d'images. Oui. Donc ça aussi, on pourrait dire que c'est une forme de gavage. Alors après le gavage, on peut parler de la réciprocité sociale. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité sociale ? C'est quelque chose qu'on utilise aussi en communication d'influence. Alors si quelqu'un m'a rendu service, quel que soit ce service, je vais lui rendre l'appareil. Alors au départ de Facebook, il y avait les POC. Ouais. On poquait quelqu'un et la personne nous poquait en retour. Voilà, c'est à peu près la même chose. Si quelqu'un m'a mis un like sur un article que j'ai posté ou je sais pas, je vais être enclin à faire la même chose sur son. Je le rémunère quelque part. Je le remercie. Je le remercie. Et je like sa publication à lui. Voilà, et je suis à nouveau visible à ses yeux et ainsi de suite. Et on n'en finit plus. Après tout ça, on peut parler de l'interruption instantanée. À chaque instant de notre existence, de notre journée, on peut recevoir des informations, recevoir un message. Donc on en parlait tout à l'heure. Oui. Ça fait partie de ce qui... oui, les notations, enfin pas les notations, pardon, les notifications, ce qui revient à peu près au même finalement qu'une notation. Plus j'ai de gratification, ça ressemble à de la notation, plus je suis contente de ma journée. C'est catastrophique. Un autre détournement de notre attention, ce serait ce qu'on appelle l'entremêlement des valeurs entre les valeurs personnelles et les valeurs des entreprises. Alors, je vais essayer de prendre des exemples. Les ordinateurs Apple sont vendus avec cette idée de think different. Ça n'a jamais trop changé, ça. Moi, je pose toujours la question, comment penser différemment si on a tous les mêmes objets ? Donc, les valeurs de la marque, c'est le luxe, un ordinateur design, une facilité de navigation, que sais-je. Et on va s'associer dans notre esprit à ces valeurs. On s'identifie finalement ? On finit par s'identifier. Alors, mon Apple, moi, je les rentre dans ce qu'on appelle les marques Dieu. Alors non, c'est pas... Mais je suis assez d'accord. Pour aller faire la queue devant un Apple Store toute la nuit et voir plusieurs jours avant pour avoir l'iPhone avant tout le monde, c'est de l'ordre de l'adoration. Oui, et puis les boutiques sont conçues comme telles. Si on regarde bien... C'est grandiose. C'est grandiose. Il y a le symbole. Le symbole, c'est plus une croix, mais c'est une pomme. Et puis, il y a les prêtres sont avec un t-shirt avec des pommes. Et les objets, les icônes sont disponibles au toucher immédiatement. Les reliques. Les reliques, bah oui. Les jeunes reliques. Mais oui, mais c'est exactement ça pourtant. Si on regarde bien. C'est vrai. C'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est excitant d'aller toucher le dernier iPad. Pour beaucoup. Oui, voilà. Pour ceux qui sont les plus engagés dans cette religion-là, c'est clair.
Et ce que je dis pour Apple est valable pour de nombreuses autres. Effectivement, Nespresso, c'est le même principe. Les cafés, comme des grands crus, avec des magasins sans entrave, etc., etc. Donc c'est extrêmement intéressant. Et c'est piégeant pour notre attention parce que cette facilité d'accès piège aussi notre corps. Une fonte de la subjectivité dans des valeurs qui sont extérieures à soi. Évidemment, une des dernières que j'avais citées, il me semble que c'était les biais cognitifs. Et pas des moindres. Ouais, le biais cognitif de l'absence de choix, je crois que j'avais dit dans l'article. Bon, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur le trop plein de choix, avec le sentiment de ne pas savoir quoi choisir, tout en ayant l'impression de ne pas trouver ce qu'on veut. Finalement, il y a une sorte de frustration à l'arrivée, tellement on a de choix. Et on finit par se réorienter toujours vers le même. Ouais. Bon, il y a des illusionnistes tout à fait passionnants qui arrivent à faire des choses incroyables sous nos yeux, parce qu'effectivement, notre attention consciente... Oui. Et on a envie d'être attentif en regardant ces spectacles ou ces vidéos, et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à voir. Je vous encourage vraiment à aller voir l'article qui est donc présent en description, du blog de Sonia Bressler, et vous verrez, et à l'arrivée, dites-moi en commentaire justement si vous avez réussi à être attentif autant que vous le pensiez. J'aimerais qu'on revienne à une notion que tu as évoquée en fait en tout début d'émission, qui était ce que tu appelais l'intention inconsciente, pour parler là maintenant de l'attention flottante. Avant, quand on n'avait pas tout ça, quand on n'avait pas la consommation, quand on n'avait pas Internet, on était face au feu de bois, on se réunissait en famille ou tout seul, on était face au feu, et on était attentif à ce feu. C'était un spectacle, on l'observait, et c'est une attention flottante, c'est-à-dire on n'est pas en train d'analyser le feu, on n'est pas en train de calculer le nombre de flammes ou de déterminer la couleur exacte, mais on est attentif. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a quasiment perdu, cette attention flottante où on ne fait rien, on est présent à quelque chose de finalement très anodin et on ne fait rien d'autre. C'est-à-dire que notre attention flottante, elle est captée par d'autres choses, par mille et une choses. Et c'est là, je crois, notre danger. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux retrouver une attention flottante, créée autour d'une sorte de convivialité, de choses simples, ça va être c'est compliqué. C'est compliqué parce que effectivement, on n'a pas parlé de l'outil. Si je prends ton exemple du feu aujourd'hui, forcément, les gens vont être là, ils vont être contents d'être là, et ils vont avoir leur téléphone et ils vont faire des photos. Ils vont filmer en direct, ils vont, je sais pas... Il y a un intermédiaire entre la réalité et eux. Alors, moi, j'aimerais quand même... Je l'ai dit un jour en conférence. Pour moi, le téléphone, c'est le nouvel outil de l'homme, mais c'est un outil qui ressemble incroyablement à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire à une pierre. Alors, j'avais dit un silex juste pour énerver, mais c'est la même chose. C'est du digital. Le silex, c'était tout à fait digital. Oui, totalement digital. Mais il fallait faire attention à ses doigts quand même. Mais c'était pareil. Sauf que, évidemment, là, l'outil a plus d'applications. C'est dommage. Mais notre téléphone ne fait pas du feu. Non. Enfin, visiblement, tu veux dire que c'est moins bien qu'un silex ? Ouais, je crois. Ça revient à la question du web sémantique tout à l'heure. L'attention flottante, elle ne peut exister que dans une forme de silence aussi, de silence de soi à soi. Or, j'ai l'impression que notre attention aujourd'hui est parasitée de mots, de commentaires. Et à n'en plus finir. Et un commentaire annonce toujours un autre commentaire. Ce qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle au départ, mais on rebondit sur le dernier commentaire. Donc notre attention est parasitée. Et cette attention flottante qui nous aidait peut-être à faire le point sur notre imaginaire, je pense que c'est surtout ça. Sur l'imaginaire, sur se projeter. Ça ne nécessitait pas des mots. Ça nécessitait juste un bien-être. Je ne suis pas sûre qu'on en soit encore capable.
Maintenant, les gens qui cherchent ça vont le mettre en scène. Ils vont aller à des ateliers de développement personnel, ils vont aller faire des balades en forêt, ils vont aller faire une retraite, peut-être un trek justement au Népal. Ils vont essayer d'aller chercher cette chose qui avant était dans leur quotidien, dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'ils peuvent trouver ça en payant un voyage à 10 000 €? Tu veux que je parle d'une expérience personnelle là? Allez. Donc c'était en 2005, donc il n'y avait pas de smartphone. C'est vieux. Ouais, et ça captait pas. En plus c'était génial. Depuis, visiblement, Facebook et d'autres ont mis en place des ballons pour que toutes les zones soient... on puisse envoyer des selfies. Des selfies de n'importe où. Voilà. Alors, pourquoi, alors qu'on vit dans une société où tout est accessible quelque part, où on pourrait trouver son bien-être tout à fait ici, etc., on va aller se décaler ailleurs. Pourquoi ? C'est bien qu'il y a un trop-plein là où on est. Donc on va aller chercher l'extrême inverse de l'autre côté, tout en se produisant de photos, en se galvanisant d'être à l'autre bout du monde et de faire quelque chose de sensationnel. Mais ça, je pense que ça fait partie d'un nomadisme miroir, quoi. Je sais pas, j'ai pas de meilleure expression aujourd'hui. C'est joli. Ouais. C'est-à-dire qu'on revient à un nomadisme humain. Je pense que l'humain est fait pour le nomadisme, ça c'est évident. En revanche... il est devenu amoureux de sa propre image, et ça c'est le danger. Et parce que si on se regarde soi-même, on ne regarde pas les autres et on ne va pas à la rencontre des autres. Se connaître soi-même, être attentif à soi, ne peut se faire que si on accepte un chemin de la déconstruction. C'est-à-dire déconstruire ses biais cognitifs, ses connaissances, accepter qu'on peut se tromper dans l'histoire que l'on a apprise, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, il faut accepter de se confronter. Et ça c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile parce qu'on veut justement empêcher ça, dans le sens où... si on garde la personne attentive à 1000 choses constamment, sans répit en fait, pour se positionner soi-même, alors elle est prisonnière de grands paradoxes. Et le paradoxe le plus grand aujourd'hui, l'un des premiers pour moi, ce serait ce qu'on appelle l'épanouissement immédiat. S'épanouir, ça peut pas être immédiatement. Non. Donc on remplace un cheminement par effectivement des avatars qui sont j'achète des icônes, j'achète des produits et j'ai l'impression d'être bien parce que j'ai ma petite dose de dopamine. Puis je m'aperçois que ça va pas, donc je continue, je vais rechercher autre part de la dopamine. Donc le trek au Népal. Donc le trek au Népal, logiquement, d'abord on oublie son téléphone, ce serait bien. Et si on veut vraiment le faire, on va voir des locaux et on le fait avec des locaux, à un rythme qui est totalement différent. Et effectivement, qui est un apprentissage de soi à soi. Mais ça veut dire beaucoup. Pour moi, si je prends mon expérience, je voyais toutes ces personnes qui étaient surentraînées, qui couraient partout, qui disaient c'est bon, je vais y arriver aux 8000, je vais y arriver, etc. Ils ne sont pas arrivés. Donc le circuit des Annapurna, on passe par des cols à 6000, etc. Et ces personnes couraient, c'était formidable de les voir dans tous les sens, etc. De voir des alpinistes tout à fait chevronnés. Et puis au bout d'un moment, le manque d'attention à soi fait que on ne peut plus continuer. Ça n'est pas possible. Physiquement, c'est très éprouvant. Dans l'Himalaya, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. Et du côté népalais, on part de très bas, on part de 1000 pour arriver, pour certains, à 8000, etc. C'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire la capacité de se confronter à soi et à l'effort. Or, quand on est dans une société d'immédiateté, on n'est plus du tout dans le sens de l'effort. Vraiment le cheminement. Ça, c'est intéressant. Cheminer, ça veut dire prendre le temps de soi à soi et prendre le temps de marcher lentement, par exemple, dans un trek, et non pas de courir.
Arriver le premier ne signifie pas qu'on va être capable de redescendre. Ah oui. Voilà, c'est ce qu'on oublie souvent. Et puis je ne vais pas trop faire de réflexion en France sur la notion de premier de cordée. Le premier de cordée n'étant pas le guide. Et oui, le guide, il est en dernier. Bah ouais. C'est très années 90, premier de cordée, je trouve. Ouais. Pour le coup. C'est dépassé. Ouais. Quand on n'a plus cette attention à soi, cette lenteur, cette acceptation d'un chemin qui doit forcément apporter des frustrations, quand on n'est plus dans cette attention flottante, on devient une proie facile pour la manipulation, que ce soit socialement ou politiquement ou commercialement. C'est exactement ce que cherchent donc toutes ces personnes qui savent bien mieux que nous comment gérer notre attention. Oui, alors bon, dire ça en manipulation, complot, dirait Google. Oui, alors c'est un ensemble de choses, évidemment. C'est-à-dire qu'économiquement, une entreprise a besoin de gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, il faut qu'elle ait des consommateurs, ou que ce soit pour un politique, elle ait des votants. Et comment ça marche ? Effectivement, c'est en captant l'attention. Alors j'allais faire un lapsus, mais qui est tout à fait révélateur, c'est en captant l'émotion. Et notre attention, elle est en ce moment effectivement véhiculée par des fausses émotions. Des fausses grandes joies, des fausses grandes peurs. Il y a de la peur, il y a de la joie, il y a tout, mais il faudrait les colorier un peu différemment. Et ça Pourquoi elles sont fausses ? Alors fausses, bon, parce que les gens, ils ont des vraies émotions. Je veux dire, ils les ressentent sincèrement. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu dis qu'elles sont fausses ? Disons qu'elles sont fabriquées avec un degré d'intensité qui ne correspond pas à ce qu'un être humain pourrait ressentir si vraiment il se posait la question, est-ce que cette émotion m'appartient vraiment ? Allez, prenons 2 exemples. Le premier, prenons un exemple joyeux. La Coupe du Monde de foot. Il paraît donc que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde de foot, voilà. Donc ce qui a rendu les gens hystériques et extrêmement contents, jusqu'à saccager la ville. Alors si on s'arrête 2 secondes sur le macro, donc grand angle plutôt, on se dit les gens sont contents, c'est normal, ils vont communier ensemble, vivre une émotion forte, etc., etc. Alors maintenant, si on prend individuellement et qu'on commence à analyser, ouais, on est content, l'équipe de France a gagné, on n'est pas obligé non plus de sauter partout et de tout casser. C'est un exemple. Et ça, c'est une joie fabriquée, d'après toi ? Dans son expression, dans son ampleur ? C'est-à-dire dans l'ampleur, oui. Dans l'ampleur, oui, tout à fait. On peut être très content. L'équipe de France a gagné, super. Et elle a été fabriquée en faisant en sorte que les gens s'identifient à des joueurs de foot et y voient la représentation d'une nation. D'une nation, tout un discours qui va avec. En fait, y compris de son identité personnelle. Ouais, voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant que tout le monde est très content, se passe une chose intéressante, qui sont des changements législatifs, des choses comme ça, qui ne sont pas perçues et qui ont quand même leur importance. C'est super d'éprouver le contentement et d'être heureux, etc., etc. Mais ça ne dure qu'un temps. Et quand on éprouve une émotion forte, il faut toujours se poser la question, est-ce que je la ressens vraiment ? Alors tout le monde va dire, bah oui, c'est évident. Demandez-vous le degré exact de ce que l'on ressent. Donc ça, c'est le premier exemple peut-être. Mais demandez-vous pourquoi les gens qui sont fans de sport ou de foot ou tout ça disent « on a gagné ». Et oui, c'est qui on. Ouais. Je ne savais pas qu'ils étaient tous sur le terrain, c'est beaucoup. Mais je veux dire, si on devait, par exemple, mesurer sur une IRM, on verrait une émotion à la même hauteur qu'une émotion de joie, de très grande joie, liée à quelque chose de réel. Une expérience personnelle qui a vraiment induit une joie personnelle. Je pense que la question, elle n'est pas dans le fait de savoir si on ressent cette joie, mais plutôt de savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle nous appartient ? Ou est-ce qu'elle nous a été inculquée ? Est-ce qu'on est quelque part manipulé ? De toute façon, je pense que le terme est juste, pour arriver à cette expérience-là. Et aussi, bien sûr, se poser la question,
C'est quoi la conséquence de cette joie? C'est quoi la conséquence de cette émotion? Qu'est-ce qu'elle me fait faire? Qu'est-ce qu'elle me fait oublier? Qu'est-ce qu'elle me fait croire? Etc. En quoi elle m'engage? Oui, dans l'idée, effectivement, ce que j'ai dit, c'est qu'il vaut mieux être capable de graduer son émotion. Est-ce qu'on peut lui donner une échelle? Est-ce que dire que je suis content, mais sur quel degré? Voilà. Et si on arrive à faire ça, on met un peu de recul. Oui. Et donc, on comprend mieux si cette émotion est par rapport à soi ou si elle est fabriquée collectivement. Alors, c'est un ensemble de choses. C'est très important, ça. Toujours se demander quels sont les degrés qui nous sont propres et les degrés qui ne sont pas à nous. Alors, c'est un exercice qui est devenu de plus en plus difficile. Alors. Et qu'on aura toujours tendance à justifier, à rationaliser en disant mais oui, non, mais c'est vraiment ma joie à moi parce que tu comprends, par exemple, si la France gagne la FIFA, c'est très important parce que économiquement ça va porter la France et ça consolide l'importance de la France à l'international, la diplomatie. Donc ce qui est assez impressionnant, je trouve, chez les gens que j'ai pu observer qui étaient très très joyeux, quand on leur dit mais est-ce que c'est bien, ça correspond, est-ce que cette joie est en relation avec l'événement, eh bien assez rapidement ils vont vers des arguments très élaborés pour justifier cette joie. Oui, c'est vrai. De manière encore plus artificielle finalement. Oui, très juste. C'est là où on peut se poser la question. Cette rapidité où les gens disent mais si on y était, on a gagné, on ceci, on cela. Bon. Ok, l'humanité a besoin de moments de communion, comme on dit. Oui. Alors l'autre exemple que je vais prendre, c'est un exemple un peu plus récent, c'est la question qui a été posée à des étudiants de créer un scénario et réaliser une vidéo autour du marketing émotionnel. Et là, je me suis aperçue que les étudiants pensaient qu'avant le marketing, il n'y avait pas d'émotion. Ah bon? Ouais. Et l'autre chose qu'ils ont dite, c'est... Comment ça? C'est le marketing qui produit l'émotion. Incroyable. Et l'autre point d'observation à ce moment-là, c'est de m'entendre des étudiants me dire « Mais de toute façon, madame, il n'y a que 4, voire 7 émotions, c'est tout. » oui. Il faut dire qu'elles sont tellement modélisées en permanence et proposées toujours sur la même forme. Eh bien, on en revient à la modélisation du départ, c'est-à-dire l'automatisation chez Norbert Wiener, qui a donné toutes les théories du langage que l'on connaît, avec le feedback, qu'est-ce qu'on fait pour avoir un feedback. Et puis, alors le troisième exemple sur l'émotion, il faut le prendre quand même, parce qu'il faut expliquer quand même, quand on se sert de la peur. Alors ça, on a observé ça en France, là, assez récemment, avec les attentats. Donc, une foule, donc là on revient à Édouard Le Bernays et aussi à Gustave Le Bon, une foule on peut la colorer comme on veut. C'est-à-dire qu'individuellement les gens sont en colère, veulent défendre un idéal, des valeurs qui leur sont propres. Donc ils vont se réunir et obéir à un mot d'ordre qui est on va manifester contre la terreur, etc. Mais collectivement, ça ne signifie pas du tout la même chose. Donc collectivement, le sentiment de peur a servi, par exemple, en France, à instaurer ce qu'on appelle l'état d'urgence. Donc une législation, si on l'avait expliqué à chaque personne individuellement, personne n'aurait été d'accord. Et oui. Voilà. Donc une émotion, faut toujours faire attention. Et c'est là où je dis que notre attention, si on réfléchit à l'attention, on est obligé de réfléchir à l'émotion. Et plus j'apprends à nommer mes états émotionnels, plus je suis à même de comprendre quels sont les enjeux dans lesquels mon attention est parfois et souvent prise au piège. Absolument. Je pense que c'est très, très, très important, cette corrélation entre attention et émotion, le manque d'attention menant au diktat de l'émotion, à la servitude. Et concernant les répercussions des attentats, justement, et l'importance de l'émotion, et aussi de la communion que les gens ont cherché après ce choc. J'ai écrit un texte que je vous invite aussi à aller lire sur le site qui s'appelle « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse ». Parce que très clairement, pour moi, cette histoire d'émotion, une manipulation par les émotions, elle s'apparente à une ivresse
avec tout ce qui tourne autour de l'ivresse. J'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur la génération Y, donc, qui correspond à tes élèves, à l'âge de tes élèves à peu près. Donc la génération Y, c'est les gens nés entre 1980 et 2000. Avec tous les exemples que tu nous as montrés par rapport à l'attention ou au manque d'attention, on peut s'attendre à ce qu'ils soient très vulnérables à la manipulation mentale. Même si tu ouvres des possibilités, des champs qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui, qui pourraient peut-être amener à d'autres choses. Quand tu me décris tes étudiants, souvent tu parles de leur apathie, mais en même temps de leur impatience, et puis du décalage entre ce qu'on peut attendre d'eux en salle de classe ou même au travail, et ce qu'eux sont capables de donner. Est-ce que tu peux un peu expliquer tout ça ? Je peux que constater, mais j'ai envie de parler de 2 exemples. Il y a un étudiant, si on regarde son flux d'actualité sur Facebook, moi je suis toujours surprise. Il va rechercher des images avec des tons décalés. Le ton des mots. Alors par exemple, il va prendre un post sur Twitter qui dit une info particulière et hop, il va rajouter une image qui va aller dans le sens de l'humour, du décalage et qui pousse à la réflexion. Alors il faudrait que j'étudie, savoir si ça pousse uniquement les gens de ma génération à la réflexion ou si ça pousse aussi ses camarades à la réflexion ou si juste ça les fait rire. Bon, ça c'est une première chose. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus plastiques que moi. D'abord, le temps passé pour rechercher une image, pour la confronter à autre chose, la décaler dans le temps, etc. Ça, je trouve ça fascinant. Le deuxième exemple que je vais prendre, il se reconnaîtra. On était en cours en psychologie sociale. J'essayais d'expliquer les a priori culturels, des choses comme ça. Et j'avais un étudiant qui était en train de jouer sur son ordinateur. Et il était en train de faire des paris en ligne, enfin vraiment de jouer de l'argent. Hein, je veux dire, il jouait un truc, je sais pas. Donc je lui ai demandé de m'expliquer. Je me dis, mais attendez, madame, là, vous vous rendez pas compte, je suis pas accro, hein, je vous promets, je suis pas accro. Mais là, j'avais envie de jouer pour comprendre le jeu, et puis d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une faille, et ben, j'ai envoyé un mail pour dire, écoutez, je suis mariée, mais ma femme vient de me larguer, elle a pris les enfants. Et donc, en faisant cette invention, ce storytelling, il a obtenu un bon de 9 € pour jouer, et il était en train de gagner 150 €. D'accord. Je trouve ça Pendant le cours. Non, mais de psychologie sociale. Ouais, ce qui était assez fascinant quand même. Donc je me dis, bon, il y a quelque chose à trouver. Alors maintenant, sur leur impatience, mais je comprends qu'ils soient impatients, vu que tout leur est donné à portée tout le temps. Donc comment ne pas être impatient, en fait ? Ce serait ça la question. Oui, ils sont sollicités en permanence. Ils ont tout à portée de main. Et depuis qu'ils sont nés, quasiment, c'est comme ça. Alors comment, une fois qu'ils sont dans la vie professionnelle ou dans la vie relationnelle amoureuse par exemple, comment on gère cette impatience, cette frustration quand on est en relation avec les autres, quand on doit travailler pour un client sur le long terme par exemple ? Ça va avec une transformation de la société. Je veux dire, je pense qu'on est arrivé à un point où ils ne peuvent plus supporter la hiérarchie. La hiérarchie est quelque chose qui leur est incompréhensible. Donc, alors, pour l'instant, on parle uniquement de la hiérarchie en entreprise. Je pense que ça va bouleverser beaucoup plus que ça. Ça va bouleverser également la hiérarchie institutionnelle, voire constitutionnelle. Donc, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on va vers du travail éclaté. Je pense qu'ils vont travailler pour plusieurs personnes, en plusieurs endroits, de manière différente, et il y aura des plateformes qui vont générer du travail à la tâche. Donc, ça existe déjà. Ça existe, mais ce sera... C'est ce que fait Facebook d'ailleurs, par exemple, pour les contrôles de censure. Ils font appel à des personnes qui sont payées à la tâche. Ouais, mais je pense que c'est ce qui va se développer pour l'ensemble des métiers. Je ne suis pas dans la notion de bien ou mal quand je parle de ça. Je me dis, je constate ça. Mais attention justement à ce faux ami qui apparaît, qui est la notion de compétence. Je ne sais pas ce que ça veut dire, compétence, toujours pas. Donc, je pense que cette nouvelle génération qui est née avec ces outils, qui est sursollicitée en permanence, va développer une forme de plasticité et elle ne se reconnaît pas dans les modèles qui lui sont proposés actuellement. Donc elle va être obligée d'en inventer des nouveaux. Donc avec des nouveaux modes opératoires,
Mais il y a une chose, parce que dans les questionnements, tu as mis l'amour sur le même plan que le travail, etc. Je pense que malgré tout, il se reste dans une mythologie de l'amour bien particulière et qui ne peut pas fonctionner à l'heure où on leur demande de pouvoir changer de partenaire à n'importe quel moment et qui sont sollicités aussi sur Facebook pour changer de partenaire au bout de 2-3 ans. Tu veux dire qu'ils sont plutôt dans une idée plutôt traditionnelle de l'amour? Ils veulent de la stabilité, Oui. Du long terme? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mm-hmm. Après, dans les faits, c'est toujours extrêmement compliqué, étant donné qu'ils sont sursollicités aussi à ce niveau-là. Surtout en ce moment, là, les affiches de préservatifs, d'un autre côté, la messagerie de rencontre, de l'autre, la messagerie pour tromper une fois qu'on est en couple. Ça fait beaucoup quand même comme information toute la journée. Ouais, c'est clair. Bah, c'est hyper sexualisé de toute façon. En plus. Et il me semble qu'il y a des nouvelles enquêtes qui montrent que la sexualité, en tout cas en France, baisse. Et que, pas de jugement là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, que font les jeunes? Alors, est-ce qu'ils inventent une nouvelle forme de sexualité? Pourquoi pas, hein, parce que la sexualité n'étant pas que le rapport sexuel, quoi. Oui, moi j'ai vu effectivement des études là-dessus, notamment chez les plus jeunes, qu'il y avait beaucoup moins d'attrait pour la relation charnelle réelle, et beaucoup moins d'attrait parce que, a priori, elle fait peur. Hein. Je veux dire, quand on vit dans le virtuel en permanence, c'est compliqué. Mais là, on parle bien de sexe, on parle même pas de relation. À long terme. Hein, donc, le sexe, le porno a sans doute un rôle là-dedans. J'allais dire. C'est ça. Dans la construction du fantasme, au travers de ces images, une fois qu'on doit passer à l'acte dans le réel, qu'est-ce qu'il en reste? Ça doit être extrêmement décevant. C'est-à-dire qu'il y a des corps parfaits qui font des choses à n'en plus finir. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. La pornographie est une chose très compliquée, surtout quand on y a accès très tôt, très jeune. C'est vrai qu'à 5 ans, on a une tablette. Si les parents ne surveillent pas, on peut très bien tomber sur une vidéo qui montre quelque chose. Donc oui, c'est très compliqué. Je pense que je ferai une émission sur le porno. Parce que ça me paraît un sujet très très important. Non mais c'est vrai. J'avais écrit un article là-dessus. C'est vieux. On en parlera peut-être alors. Ouais. Porno comme contrôle social. D'accord. Bon, pour conclure, est-ce que je sais pas si tu as des propositions, des perspectives d'avenir, des solutions Des solutions, je ne sais pas, mais moi je dis à mes étudiants maintenant, moi je réfléchis à la démocratie liquide. Alors qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas du tout ce dont on parle habituellement, mais c'est plutôt rendre chaque individu responsable de ses propres données numériques. D'accord. Donc si on devient responsable, on n'est plus dans une soumission librement consentie. En tout cas, elle sera beaucoup plus difficile. Donc une démocratie liquide, ce serait fondé sur chacun responsable de ses données, donc les données ne sont plus gardées dans des serveurs. D'accord. Donc déjà, ça change. T'es ambitieuse, hein? Ça change le modèle économique. Ouais. Oui, mais regarde, on ferait des choses assez fantastiques, je pense, en faisant ça. Mais bon, je n'ai pas la science infuse. En tout cas, je réfléchis à ça. Et je me dis, ça correspondrait à leur mode d'agilité et de plasticité. Et ils pourraient inventer de nouvelles choses en étant dans une fluidité permanente, mais qui serait officielle, cette fluidité. Avec les enjeux que ça peut avoir, c'est-à-dire que j'estime que je ne sais pas assez de choses sur un sujet, je vais te poser des questions, et si en te posant des questions, j'obtiens ce savoir qui me manque, je peux prendre la décision, et en même temps, j'ajouterai une chose pour que ça fonctionne, il faut du tirage au sort. Oui, mais ça veut dire qu'on revient à de l'interpersonnel, là, dans ce que tu décris. Ouais. Donc on ne peut plus aller puiser dans une manne universelle, entre guillemets? Non, je pense que la manne universelle sera toujours là, surtout si l'Internet redevient libre, avec des logiciels libres, c'est-à-dire des gens qui sont capables de créer des logiciels pour le bien de tous, et puis que quand j'ai un savoir, je peux le compléter, etc. Et le tirage au sort, c'est une représentation beaucoup plus directe. Oui. Et je pense que c'est ce qui manque. La jeunesse a besoin de ça, de se sentir incarnée dans une société, même si elle devient fluide. Cette société, ils se sentiront investis de quelque chose, parce qu'ils auront à participer. Donc quand on a besoin de participer, on a besoin d'acquérir des connaissances. Et donc pour acquérir des connaissances, on est capable de rencontrer des gens.
Voilà. Et je pense que ça veut dire, effectivement, c'est un peu mettre à mal tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense que quelque part, c'est déjà là. C'est juste une façon de penser un peu différemment. Un peu beaucoup. Je crois que c'est le bon moment pour passer à la minute stupide. Ah ouais. J'en ai plein des minutes stupides. La minute stupide. La minute stupide. Je te donne celle qui va avec notre sujet. Si tu en as plusieurs, moi je veux bien. Hein. Il y a un an, j'ai des étudiants qui m'ont dit que j'avais un téléphone qui ressemblait à un frigo. Trop vieux. Trop gros. Ouais, vraiment vieux truc. Et j'ai cédé à la... J'ai cédé, j'avoue. Et donc je me retrouve avec un smartphone, une marque à la pomme. Ah. Je suis perdue. Voilà, je suis perdue, mais je sais d'où ça vient. Et je sais que l'influence que ça a eu. Et maintenant, j'ai beaucoup de mal à me justifier de pourquoi j'ai un téléphone comme ça. Ah oui, là, t'es mal. Ouais. Tu t'es grillé. Ouais. Et j'adore cette minute stupide. Ça montre à quel point on est vulnérable et que mon attention, j'ai baissé la garde. Et alors, c'est quoi les conséquences de cet instant de... J'ai découvert la conscience. que j'ai appris à faire un truc débile avec ce téléphone, c'est des emojis, des avatars avec... Des émoticônes ? Ouais, mais c'est ton visage qui filme et ça devient un panda ou... voilà, j'ai fait ça. D'accord. Et ça me va pas trop. Si, moi je te vois bien en panda. Ouais, en panda, ça me va bien. J'aime bien panda. Voilà, Alors pourquoi t'as cédé d'après toi ? Un ensemble de choses. D'abord, évidemment, la gratuité. Ensuite, je me suis dit, ça va être pratique. Je me suis dit, comme ça, je pourrais travailler davantage. Ah bah oui. Et puis, le téléphone pourra se mettre à jour avec l'ordinateur. Et puis, je sais pas quoi. Enfin, tout un ensemble de raisons bizarres qui ne me correspondent pas trop. Donc, voilà. Et c'est quoi les conséquences de cette stupidité sur ta vie maintenant ? Jusqu'à présent, j'avais pas peur qu'on me vole mon téléphone. Maintenant, je me dis, ça se trouve, quand je vais m'en servir, on va me voler mon téléphone. En même temps, peut-être ce serait bien. Moi, j'adore les carnets. Ouais, c'est ça, une des conséquences de l'usage du téléphone. C'est que j'utilisais plus mes carnets. J'utilisais plus mes carnets où je pouvais griffonner, gribouiller, faire du collage, dessiner, enfin bref. Et voilà, ça nous amène à la deuxième anecdote. T'avais quoi comme téléphone avant ? J'avais un BlackBerry. Donc c'était déjà un smartphone ? T'allais sur Internet avec ? Ouais, non, mais c'était un vieux D'accord. Et le mieux que je préférais, c'était celui en 2G de Nokia. Ah, c'est lui que j'ai. Ouais. Bon, enfin, bref. Donc, j'ai des carnets. Un jour, j'étais à un café. Je gribouillais mes carnets, voilà, comme j'adore le gribouillage. Et quelqu'un vient et me dit « Ah là là, c'est vraiment bien ». Alors, évidemment, j'imagine... problème quand on travaille sur le langage, la manipulation, tout ça, on se dit « Ah ouais, mais lui, il est en train de me manipuler, il veut quelque chose, etc. etc. » Donc j'imagine tout un tas de choses, et puis je lui réponds pas très bien, j'avoue. Mais il insiste, vraiment, il me dit « Je peux regarder ?» Je dis « Ouais, ok. » Puis je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me prend le chou ? Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai pas envie de lui donner mon numéro, enfin bref. » Il se passe 1 milliard de choses dans ma tête, et il me dit « Vous devriez exposer. » Je dis « Ah non, certainement pas. Enfin, je sais pas du tout mon trip. Enfin bref... Bref, ça dure un moment, 1 demi-heure, peut-être même 3 quarts d'heure de discussion et tout, ça n'en finissait pas. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment je vais m'en débarrasser ? Il me dit, mais vous êtes sûr, vous voulez pas venir à New York, tout ça, exposer ? Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il me dit, non, mais vous savez, je suis directeur de collection au MoMA, quoi. Je lui dis, mais je vous crois pas du tout. Enfin, bon, vraiment, c'est resté comme ça. Et puis après coup, je suis rentrée chez moi, j'ai vérifié, effectivement, c'était bien le directeur de collection du MoMA. Waouh. Et voilà. Je l'ai jamais recontacté, mais bon. Ah, mais c'est stupide, ça. Non, je sais pas. Attends, Sonia. Bon, j'annonce, Sonia Bressler va bientôt... Non, jamais. Exposer au MoMA. Non, jamais. Je n'ai jamais pensé exposer mes dessins. Peut-être que c'est stupide. C'est complètement stupide. Mais et je suis... ça donne envie de les voir, maintenant. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux... Non, sérieusement. Scanner quelques dessins. Ouais, si tu veux. Ouais, vraiment. Non. Okay. Allez, on fait ça. L'horreur.
Vous pouvez retrouver les références de ce qui a été évoqué ici en description ou sur le site metadechoc.fr. Si cette émission vous a plu, vous êtes libre. Oui, vous êtes tout à fait libre de la soutenir en faisant un don sur tipeee.com. C'est important, car c'est grâce à vous tous que Méta de Choc pourra vivre et se développer. Un grand merci aux personnes qui ont déjà contribué. Votre soutien me va droit au cœur. Dans la prochaine émission, je recevrai une personne dont vous êtes nombreux à attendre le témoignage. Grégoire Perra évoquera à mon micro son parcours de désendoctrinement après 35 ans de vie au sein de l'anthroposophie dont il dénonce aujourd'hui les dérives sectaires. École Steiner, agriculture biodynamique, parapharmacie Velleda, Banque Neuf et j'en passe. Un véritable feuilleton à rebondissement que j'ai hâte de vous faire découvrir. Je vous dis donc à vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.